Que se passe-t-il en Russie? Parce qu'on voit ce chaos un peu partout. La guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine. Mais ce qui se passe là-bas est vraiment crucial. Ce qui se passe en ce moment à Saint-Pétersbourg, c'est une alternative à ce que l'Occident a construit depuis si longtemps. Et aujourd'hui, on voit ce basculement de l'Ouest vers l'Est. Tous ces pays du Sud global sont là. Ils se parlent, ils échangent. Quelle est l'importance de ce qui se passe à Saint-Pétersbourg aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent de ces nouveaux développements, de ces nouveaux partenariats? Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on appelle Davos, cette soi-disant culture, qui n'en est pas une, c'est de la décadence. Autrement dit, le Forum économique mondial est mort. C'est un cadavre pourri et nauséabond de ce qu'il présentait comme la domination de l'Occident. Il reste encore, si on veut, quelques éléments de cette domination. Mais, de toute évidence, la puissance économique et surtout militaire s'est inévitablement déplacée vers le continent eurasiatique. Et c'est exactement ce que représente le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a, par exemple, des gens en Allemagne qui discutent de la manière d'organiser le travail des 1500 entreprises allemandes, dont beaucoup sont restées livrées à elles-mêmes en Russie. Cela a été répété à de nombreuses reprises. Il a été confirmé que oui, bien sûr, vous pouvez revenir. Mais cette fois, les conditions dans lesquelles vous serez probablement autorisé à revenir, et la plupart d'entre vous ne le seront pas, seront beaucoup plus dures. Alors réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Mais encore une fois, tout vaut mieux que l'Allemagne, vous voyez ce genre de choses. Il y a toutes sortes de célébrités et de personnalités qui arrivent là-bas. Candace Owens y est, vous savez. Donc, je veux dire, il y a vraiment toutes sortes de gens. Et évidemment, ils en parlent publiquement, parce que, comment dire? Oui, si on regarde attentivement l'Eurasie et le Sud global sur le plan économique, c'est immensément plus grand que l'Europe. Évidemment, l'Europe, en gros, est pauvre. L'Europe est pauvre, et elle va devenir vraiment très pauvre. Et je parle des peuples d'Europe, des gens eux-mêmes, qui s'appauvrissent déjà. Donc, les États-Unis, c'est un cas à part. Et encore une fois, les relations entre la Russie et les États-Unis sont des relations privilégiées, malgré le fait que les États-Unis eux-mêmes soient dans un chaos total. Mais c'est évidemment lié aux questions du domaine nucléaire et à ce genre de choses. Quant à l'Europe, eh bien, comme l'a dit Sergueï Lavrov aujourd'hui, et il l'a dit très clairement, l'Europe, sur le plan diplomatique, est coupée, tranchée, point final. C'est fini, elle est coupée. Et vous savez qu'on laisse l'Europe mourir. Elle le fera. Elle est déjà en train de mourir. Et oui, il y a un avenir complètement différent sur le continent eurasiatique, si vous voulez, et dans le Sud global. Alors, qu'ils réfléchissent, ces Européens, à ce qu'ils ont fait. Et ils continuent à faire du terrorisme, évidemment, mais c'est la seule chose qu'ils savent faire. Peskov a déclaré que Poutine ne prévoyait aucun contact avec la délégation américaine lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, car ce n'est pas, selon lui, le domaine de compétence du Kremlin. Il l'a rapporté à l'agence TASS. Et alors, Andrei, qu'est-ce qu'on sait des négociations? Est-ce qu'il y a d'une manière ou d'une autre des discussions entre les États-Unis et la Russie? Non, non, pas dans un sens concret. Il peut y avoir des contacts, mais encore une fois, ce ne sont pas des négociations. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a même rien à discuter, en réalité. Et c'est pour ça qu'on voit cette hystérie dans les médias, parce qu'ils doivent, en quelque sorte, dissimuler une véritable catastrophe pour l'Occident collectif et pour les États-Unis. D'ailleurs, c'est encore Sergueï Lavrov aujourd'hui qui a déclaré que les États-Unis ne veulent pas que la guerre s'arrête. Elle continue autant qu'elle le peut, parce que les États-Unis ont déjà été profondément démilitarisés.
ils continuent d'aider ce régime terroriste. Donc oui, tout le monde le sait, tout le monde connaît le jeu. Tout ça, c'est quoi? Un ballet, si vous voulez, un théâtre kabuki de la diplomatie. Mais non, il n'y a rien à dire avec cette administration. Franchement, regardez qui sont ces gens à Washington. Vous vous assiérez à la même table que Rubio. Aucun diplomate respectable ne le ferait, vous savez. Et alors, ne parlons même pas de ces escrocs de la mafia immobilière new-yorkaise, comme Kushner et compagnie, probablement tous les deux agents du Mossad, avec ce qu'est le président, qui clairement n'a plus toute sa tête. Donc oui, de quoi voulez-vous qu'on parle? Avec qui? Il n'y a pas de gens compétents. Il n'y a personne qui comprenne vraiment. C'est en fait une tragédie qui est en train de se dérouler aux États-Unis, et ainsi de suite. Oui, il n'y a rien à dire. Et on ne discute pas avec un camp qui est militairement faible. L'une des principales choses qu'ils essaient de cacher, c'est à quel point l'armée américaine est faible. Un vrai tigre de papier. Donc oui, voilà, c'est tout. André, si je te pose cette question, c'est parce que Donald Trump a déclenché la guerre contre l'Iran, alors qu'il, souviens-toi, il disait qu'il allait mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Oui, bien sûr. Il n'a rien fait. Rien du tout. Il fournissait des armes à l'Ukraine. Il en vendait. Il a même dit « Je vends des armes à l'Europe. Ils vont les envoyer en Ukraine. » Et maintenant, il y a une nouvelle guerre au Moyen-Orient qui, d'une manière ou d'une autre, est en train de s'intensifier. L'escalade se fait petit à petit, mais elle est bien là. On a vu les attaques contre un pétrolier iranien, puis contre l'île iranienne de Keshm, et la riposte iranienne sur le Koweït et Bahreïn. Le CENTCOM a déclaré avoir intercepté tous les drones et missiles qu'ils ont essayé d'utiliser contre eux. C'est de ça qu'ils parlent. Mais les images qui circulent montrent autre chose. Est-ce que vous pensez qu'avec ce genre d'escalade, on se dirige vers une véritable guerre entre les deux camps? Encore une fois, les États-Unis ne peuvent pas mener ce que vous appelez une guerre totale. Qu'ont-ils vraiment pour ce genre de guerre? C'est une opération assez primitive sur le plan stratégique, parce qu'en réalité, tout ce qu'ils savent faire, c'est utiliser leurs armes à distance. Et il leur en reste très peu. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont ceux, vous savez, de ces experts militaires américains du Centre d'études stratégiques et internationales. Même eux reconnaissent, mon Dieu, qu'ils en sont à gratter le fond du baril et qu'il faudra des années avant de reconstituer ces stocks. Donc oui, ils sont à court d'armes à distance. Et maintenant, que va-t-il se passer? Ah, allons-y. Bon, une fois que vous entrez dans l'espace aérien iranien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire abattre, d'accord? C'est aussi simple que ça. Tout ça, encore une fois, c'est du théâtre, du pur spectacle. C'est exactement le schéma que les États-Unis suivent depuis des décennies. On grignote un peu par-ci, un peu par-là, parce qu'au fond, ce n'est pas très compétent. Disons-le comme ça. Ils peuvent juste lancer une opération ici ou là, et c'est tout. Est-ce que ça pourrait quand même arriver? Oh, absolument. Il n'y a pas vraiment de gens rationnels à la tête de Washington. Je veux dire, ceux qui comprennent vraiment la gravité de la situation, on ne leur laisse pas la parole. Surtout quand on voit, comme Axios l'a rapporté, ce qui s'est passé dans l'échange entre Trump et son maître, Bibi Netanyahou. Quand on a des gens comme ça, qui participent de votre côté à manipuler les marchés du pétrole, même eux reconnaissent qu'en gros, Trump est redevable à Bibi Netanyahou en Israël. Donc on assiste à une véritable décomposition, une démoralisation complète des forces américaines. Franchement, quiconque pense que les 50 000 soldats qu'ils ont là-bas suffisent à mener une opération sérieuse, eh bien, j'ai un pont à lui vendre. Ils doivent retourner, je sais pas, dans une sorte d'école professionnelle avec les gamins
là où on leur apprend à défiler, tu vois, et à jouer du clairon. Mais le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Alors si on suit ce que disent Larry Johnson et Pepe Escobar, à propos du fait que visiblement, Pachinian aurait parlé avec le Premier ministre du Pakistan, enfin, le président du Pakistan, je veux dire, sur une ligne ouverte, eh bien, on peut en conclure que l'Iran possède désormais une arme nucléaire. Et si c'est vrai, franchement, ça ne me surprendrait pas. En fait, c'est exactement ce que j'aurais fait, tu vois, parce que de toute évidence, l'Iran a la capacité de produire si nécessaire. Il dispose, disons, de missiles balistiques et d'autres types d'armes plutôt performants, avec une portée qui peut atteindre n'importe quelle cible au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe. Donc oui, ce qu'il reste à faire, c'est de suivre cette hypothèse. Enfin, c'est pas vraiment une hypothèse. C'est plutôt un ensemble d'indices circonstanciels et de conclusions. Et au final, il ne reste plus qu'à ce que l'Iran fasse exploser un de ses engins quelque part dans le désert, puis dise « Vous voyez? Voilà. Maintenant, discutons. » Et comme Larry l'a justement dit, et je le rejoins là-dessus, il y a un vrai changement dans la rhétorique de Trump. Il joue avec tout ça. Encore une fois, c'est un cirque, c'est une honte. Il se ridiculise, il ridiculise les États-Unis. L'armée américaine a déjà été tellement humiliée que plus personne ne la prend au sérieux. Sauf, disons-le, quand il s'agit de tuer des civils. C'est là qu'ils excellent, principalement. Et quand on regarde tout ça, il est clair que l'Iran a gagné la guerre. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est à peu près la même chose que ce qui se passe dans l'opération militaire spéciale. Les deux événements sont en fait liés, parce qu'on est dans la phase d'organisation. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'Iran a déjà gagné militairement dans cette guerre. Non seulement ils ont tenu, mais ils ont même renforcé le pays après. C'est un peu comme, tu sais, ce moment célèbre que j'adore, dans le 5e élément, quand le vaisseau spatial tire sur cette planète maléfique et qu'au lieu de la détruire, elle ne fait que grandir, grandir et encore grandir. C'est exactement ça. Mais cette fois, l'Iran, évidemment, pas le mal incarné, l'Iran représente et est soutenu par une immense majorité de gens dans le monde. Alors, que voulez-vous que je dise? À Washington, ils ne sont pas bons. Point final. Ni militairement, ni politiquement, ni diplomatiquement, ni économiquement. Du coup, on se retrouve avec cette situation, avec ce président enfant, vous voyez, qui dépend totalement d'Israël et de Bibi Netanyahou. Et quand on regarde leur dernier échange, que dire? Il l'a voulu. Il se croyait le meilleur. Eh bien, voilà, on voit où ça mène. Comme je l'ai déjà mentionné, le CENTCOM a déclaré avoir intercepté tous les missiles et drones venant d'Iran. Et voici l'une des vidéos, Andrei, qui montre l'une des cibles des missiles iraniens. Là, on voit la base américaine au Koweït, la base aérienne Ali Al-Salem qui a été touchée. L'abri pour avions a été frappé. Et il montre à quel point la qualité des images le prouve. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne peut plus nier ce qui se passe réellement sur le terrain. Quand on perd quelque chose d'aussi essentiel pour une force militaire professionnelle, à savoir, eh bien, soit on n'en parle pas, on garde le silence, et c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. On peut toujours justifier ce silence par les réalités opérationnelles et stratégiques qui doivent rester classifiées. Et c'est normal, les gens comprennent ça. Mais certains diront, oui, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, avec la diffusion libre de l'information, on ne peut plus rien cacher. Moi, je le dis depuis, je ne sais même plus quand, je le répète sans arrêt, j'ai écrit 4 livres là-dessus. Les États-Unis n'ont pas de défense aérienne réellement fonctionnelle. C'est sporadique. Ce sont des batteries PAC-3 qui tirent un peu au hasard et parfois, par chance, elles interceptent quelque chose. Mais
Pour l'essentiel, je n'accepte absolument pas, évidemment, ces absurdités de Ted Postol qui parlent de 4 ou 5%. En réalité, c'est bien plus élevé que ça. On est clairement dans les 30%, presque un ordre de grandeur au-dessus. Mais même si on admet qu'il y a environ 40% d'interceptions, ça ne fait toujours pas une défense aérienne fonctionnelle. Ça veut dire que la majorité des missiles, des drones, enfin bref, passent à travers et détruisent leurs cibles. En clair, il n'y a pas de défense. Il y a juste quelques interceptions aléatoires de temps en temps. Et donc quand on regarde ça, oui, c'est bien ce qui se passe. Et ça dit tout sur l'état actuel des forces armées américaines. Elles ne sont pas conçues pour la guerre du 21e siècle. Elles sont conçues pour la guerre des années 90 contre une puissance de troisième ordre. Point final. L'Iran n'est pas une puissance de troisième ordre. C'est un pays stratégiquement très sophistiqué et évidemment très avancé sur le plan technologique. Ce n'est pas l'Irak, loin de là. Et ça, beaucoup de gens refusent encore de le reconnaître. Eh bien, vu le niveau professionnel extrêmement bas, et on le voit clairement quand on observe de près les généraux et les amiraux américains, on se demande franchement, mais comment ont-ils pu arriver à ces postes? Et donc oui, on est face à une crise systémique. Ce n'est pas seulement une crise, c'est une décomposition. Parce que si les États-Unis veulent survivre en tant que pays, et quand leur armée sera à nouveau rétablie, au moins en partie, elle ne sera pas efficace tant qu'ils ne rejetteront pas ces visions stratégiques idéalistes et, disons, ces habitudes héritées de l'immédiat après-guerre. À cette époque, les États-Unis étaient, disons-le, très prospères sur le plan économique et disposaient d'une grande influence dans le monde. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils doivent donc repenser complètement leur armée. Sinon, elle a déjà ruiné le pays et la situation va encore s'aggraver avant de s'améliorer. Et ça, c'est une discussion pour de vrais professionnels, pas pour tous ces politologues formatés qui se prennent pour une sorte de branche politique du Pentagone. Pas que les généraux du Pentagone soient beaucoup plus compétents, d'ailleurs. Mais le vrai sujet, c'est que les États-Unis doivent complètement revoir leur doctrine de défense. Parce qu'ils doivent soit cesser d'être une puissance expéditionnaire, puisque c'est tout ce qu'ils sont, une puissance impériale, point final. Leur armée est faite pour écraser des révoltes menées par des puissances de second ou de troisième rang, d'accord? Mais mener une vraie guerre, ça, ils ne peuvent pas. Ils n'ont jamais pu. La seule exception, évidemment, c'est la Seconde Guerre mondiale, pour laquelle les États-Unis ont à juste titre reçu du crédit. Mais tout aurait été complètement différent s'il n'y avait pas eu l'Union soviétique et l'armée rouge. Voilà. Donc la campagne du Pacifique, absolument. La marine américaine, elle s'est couverte de gloire, et c'était mérité, vraiment. Mais même là, que dire? C'est une question stratégique très sérieuse qu'il faut aborder et ça va prendre du temps. Mais est-ce que, par exemple, le Pentagone est prêt à en parler? Non. Tout tourne autour de l'argent. Ça a toujours été une question d'argent, au fond. Et puis, vous savez, ces postes bien confortables dans les conseils d'administration et tout le reste, tout ça, évidemment, c'est d'abord pour les actionnaire. Il faut assurer les résultats, il faut verser des dividendes. Et la qualité de ces armes, alors, pas bonne. L'Amérique, technologiquement, est aujourd'hui en retard sur ce plan-là. Rubio said that they are receiving something like 90% of the rare earth minerals from China, so they need to diversify that. That's why he went to Armenia to have a new deal between the United States and Armenia to replace somehow China or reduce their dependence on China. It seems, Andre, that summit with Donald Trump going there with Ne se soit pas très bien passé. in the United States going to China, it didn't go well.
And Non, ça a été un échec total, un vrai désastre en fait. Et ce qui est remarquable, c'est que si on met de côté toutes les questions morales et qu'on regarde de près les faits bruts, les réalités géopolitiques et les rapports de force, il est évident que les États-Unis doivent diversifier leurs ressources. C'est un pays riche. Les États-Unis, aucun doute là-dessus. Ils ont des minerais, ils ont beaucoup d'atouts. Mais l'Arménie, là, c'est une toute autre histoire. C'est une histoire assez étrange, presque absurde, voire déraisonnable. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la Russie a aussi déclaré que même si elle apprécie beaucoup ses amis chinois, M. Mantourov, une figure majeure du gouvernement russe, a dit « Oui, nous commençons à développer, et la Russie en dispose, nos propres terres rares. » La Russie a toujours eu des terres rares, et elle en a encore. Mais maintenant, elle va se détacher complètement, en grande partie, de sa dépendance vis-à-vis de la Chine sur ce point. Et oui, le travail sur cette question a déjà été fait dans le cadre de leur plan pour développer ces ressources, il y a déjà quelques années. Donc aujourd'hui, ils commencent vraiment à passer à l'échelle industrielle. Vous savez, le développement de leurs ressources, l'exploitation des mines, ce genre de choses. Donc oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ce n'est absolument pas normal quand on voit le quasi-monopole que la Chine avait dans ses relations avec les États-Unis. De ce point de vue-là, les États-Unis font les choses correctement, vous savez. Mais ils vont s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est encore une toute autre histoire. Mais oui, ce mouvement qui consiste à se séparer, en gros, dans les secteurs critiques pour la défense nationale et la sécurité nationale, c'est un mouvement tout à fait normal, naturel même, de la part des pays concernés, y compris la Russie. Donc dans ce cas précis, les États-Unis font le bon choix. Je les vérifierai plus tard.